On va procéder de la manière suivante. Je vais lire un mot liminaire qui va durer 2-3 minutes. Et puis, les journalistes ainsi présents seront invités à poser des questions. Et les questions seront adressées à moi ou aux autres membres de l'équipe, notamment Armel, que je salue, et Maître Dieudonné Bachirari Chizé, également membre de cette équipe qui a initié cette conférence. Je vous remercie. Je vais directement passer à la lecture du mot liminaire de la conférence qui va vous permettre de poser des questions d'éclaircissement. Le 2 février 2020, je disais, nous avons été informés, comme tant d'autres Burundais, par le canal des réseaux sociaux, de la publication de la signification du jugement à domicile inconnu, du jugement relatif à l'affaire du coup d'État de mai 2015, impliquant 34 Burundais, dont 12 défenseurs des droits de l'homme. Cette affaire a été instruite et jugée en notre absence, dès lors que la majorité des concernés ont été contraints à l'exil depuis l'éclatement de la crise causée par la volonté du président Pierre Nkurunziza de se maintenir au pouvoir, et ce en violation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation et la constitution de la République du Burundi. Dès l'affiche de la signification du jugement, le 2 février 2020, 12 défenseurs des droits de l'homme impliqués dans le dossier ont saisi, en date du 17 février 2021, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour lui demander d'intervenir pour l'obtention de la copie du jugement. Et pour cause, toute autre personne envoyée pour demander l'état du dossier a été intimidée et informée que le dossier est conservé par le président de la Cour suprême en personne. Les avocats contactés pour aller chercher le dossier ont eu peur de représailles et ont refusé de nous défendre en raison de la rhétorique entretenue par le pouvoir qui taxe les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et opposants politiques comme des ennemis du pays. Le 2 mars 2021, ces 12 défenseurs des droits de l'homme ont envoyé à l'adresse électronique de la Cour suprême leurs actes d'appel. Le processus mentionné vise un objectif clair, taire toute voix discordante, et les défenseurs des droits humains, les avocats des victimes des crimes contre l'humanité en cours, des journalistes et des leaders de l'opposition, y compris les fondeurs du système, se trouvent depuis 2015 dans le collimateur du régime répressif burundais. Il est clair que c'est un défaut de tuer les victimes de cette parodie judiciaire que le régime militaire burundais a instruit les magistrats de poursuivre cette catégorie de personnes. Les défenseurs des droits humains visés par cette affaire dénoncent cette parodie de justice. Ils dénoncent également les pratiques du régime burundais qui exporte la terreur et la persécution des défenseurs des droits de l'homme et des opposants en les traquant et en sabotant leurs actions visant la lutte contre l'impunité. Les défenseurs des droits humains visés par cette parodie de justice sont résolus à continuer de défendre les droits de l'homme et à œuvrer pour le retour d'une société démocratique fondée sur des valeurs et principes des droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Je vous remercie. Mes collègues peuvent toujours me compléter pour un ou l'autre élément que j'aurais oublié ou qui nécessite d'ample développement. Merci Vital. Avec votre permission, j'aimerais revenir dans quelques mots sur les irrégularités et les nullités qui entachent la procédure. La première chose que j'aimerais souligner, c'est que dès le début de cette procédure, le gouvernement qui instruit en effet la justice qui est devenue un outil de répression, le gouvernement ne veut pas qu'on sache même le contenu de ce dossier.
ici de rappeler que juste après l'émission des mandats d'arrêt, qui avait l'objectif d'empêcher les défenseurs des droits de l'homme, les opposants politiques à mener des actions diplomatiques auprès des différents pays, après avoir émis les mandats d'arrêt, sans avoir écouté 15 personnes parmi les gens qui étaient poursuivis. Pourtant, ils n'avaient pas été entendus, ils ne s'étaient pas justifiés, juste pour vous montrer qu'il ne s'agit pas d'un procès au vrai sens du terme. Ce sont des poursuites motivées par des intérêts politiciens. La deuxième chose, c'est que dès le début, on a essayé d'envoyer des avocats pour qu'ils puissent savoir le contenu. On leur a toujours refusé l'accès à ce dossier. Donc jusqu'à maintenant, nous ignorons le contenu. Pourtant, l'article 38 de la Constitution, l'article 138 du Code de procédure pénale, reconnaît ce droit comme un droit constitutionnel qui ne peut pas être violé. De quoi la procédure devient nulle. La troisième chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que la Cour suprême, la Chambre judiciaire de la Cour suprême, qui a rendu cet arrêt, n'était pas compétente pour poursuivre de simples citoyens n'ayant pas de privilège de juridiction. Donc, l'article 40 de la loi régissant la Cour suprême précise limitativement les personnes qui peuvent être poursuivies au premier degré au niveau de la Cour suprême. S'il y a des gens qui ont eu dans le passé cette qualité, notamment les généraux qui sont poursuivis dans le dossier, ils avaient déjà été radiés des forces armées depuis 2015 et partant, 4 ans après, c'est là où le dossier a été fixé, ils n'avaient plus la qualité de général. Donc, on ne peut pas expliquer comment. La poursuite s'est faite au premier degré au niveau de la Cour suprême, alors qu'il n'y a aucune personne qui, au moment des poursuites, avait un privilège de juridiction. La troisième chose que j'aimerais préciser, c'est que le jugement en cause, l'arrêt en cause, n'a jamais été prononcé publiquement, alors que c'est une obligation au regard de l'article 66 de la loi régissant la Cour suprême. Alors que lors de l'audience publique, le ministère public a osé poursuivre les gens en masse. On disait, voilà, ceux de la société civile sont accusés d'avoir fait ceci. Pourtant, la responsabilité pénale est personnelle. Il aurait fallu charger chaque personne individuellement. Il n'en était pas capable. Et nous avons des ordonnances qui programmaient le prononcé de l'arrêt. Il y a l'une des dates qui avait été retenue, c'était le 23 juin 2000. Ce jour-là, le prononcé n'a pas eu lieu. On avait des avocats qui étaient là pour écouter. Et le même jour, il y avait un report du prononcé qui reportait au 30 juin 2020. Même ce jour-là, le prononcé n'a pas eu lieu. Mais curieusement, 7 mois après, on nous a appris que le prononcé a eu lieu le 23, alors que nous disposons d'une ordonnance qui décidait le report. Nous nous demandons si au moins le jugement existe. On a écrit à la CNIDH pour que cette commission aille nous chercher la copie, ou puisse nous donner des avocats pour nous assister. Mais la CNIDH a échoué à trouver cette copie. On ignore même si cette copie existe, tellement c'est un procès fantaisiste. Et la justice est instrumentalisée, utilisée comme un outil de répression. On veut écouter définitivement les voix dissonantes et on veut intimider surtout les Burundais de l'intérieur pour qu'ils n'osent pas. En disant, voilà l'exemple, on va vous spolier, on va vous condamner comme on veut parce qu'on utilise la justice à notre guise. C'est ça l'éclaircissement que je voulais apporter par rapport à la procédure et pour que vous sachiez à quel point ce jugement n'est pas un jugement de justice. Il porte certes un cachet d'une justice instrumentalisée, mais c'est un procès politique, vide, car jamais au plus grand jamais, ils ne pourront démontrer comment des gens qui ne se connaissent même pas, pour la plupart, ont pu participer dans un supposé coup d'État. Voilà, je vous remets la parole, monsieur. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Maître Vital. Au fait, je voudrais ajouter que cette prétendue arrêt de la Cour suprême est un jeu du gouvernement du Burundi pour tenter de nous faire taire, de nous empêcher à continuer à dénoncer les grandes violations des droits de l'homme et pour nous empêcher à poursuivre le dossier qui a été envoyé, qui est même sous enquête de la Cour pénale internationale. Donc, en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant qu'avocat, le gouvernement a voulu nous faire taire, mais je pense qu'ils se sont trompés. Peut-être qu'on va essayer de répondre aux questions des journalistes. Merci beaucoup. Bon, maintenant on fait le tour. J'ai vu Jérôme avait levé le doigt. Ok, j'aimerais vous demander comment vous avez pu vous séparer avec d'autres qui ont été jugés par la dite Cour suprême. En réalité, nous, les 12 défenseurs des droits de l'homme, nous ne nous sommes pas séparés du reste des personnes concernées par l'affaire, mais nous avons pris le lead pour dénoncer les irrégularités contenues dans ce procès, parce que les 12 défenseurs des droits de l'homme, ce sont des personnes qui se connaissaient, qui travaillaient ensemble depuis longtemps et qui continuent à travailler parce qu'ils sont dans le même domaine. Ce sont tous des défenseurs des droits de l'homme. Par ailleurs, nous avons dit que il y a d'autres personnes que nous ne connaissons pas jusqu'à présent, mais quand même, nous disons qu'aujourd'hui, à partir de cette affaire, nous sommes en train de chercher les uns les autres afin de construire une solidarité qui pourra nous amener à renforcer nos capacités de lutte pour un état de droit et nos capacités de lutter contre l'impunité au Burundi. Antoine Kabourari, j'ai une question. Si, pour des raisons diverses, justice ne vous était pas rendue, quelles sont les autres options concrètes et réalisables qui s'offrent à vous? Où et comment? Deuxième et dernière question, quid de la prescription? Voilà, donc c'est deux questions. Merci beaucoup pour ces deux questions. Tout d'abord, je souligne que depuis le début de cette affaire, nous avons suivi, comme tout d'autres Burundais, et même des étrangers qui s'intéressent à la situation politique des droits de l'homme et humanitaire du Burundi, à cette affaire. Mais comme nous le disions tantôt, c'est que nous ne sommes jamais parvenus à savoir le contenu des enquêtes qui étaient menées. Mais quand même, comme le gouvernement du Burundi ou les instances judiciaires se sont toujours arrangées pour communiquer via les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas échapper à la modernité. Nous avons toujours réagi par notre volonté de suivre la procédure judiciaire. C'est pour cette raison que nous avons écrit, nous avons toujours cherché à participer, mais comme toutes les voies nous ont été régulièrement fermées, et comme toutes les voies qui mènent à la Cour suprême et qui mènent aux juges nous ont été fermées, et nous avons choisi de communiquer. Et puis, à partir de ce moment, ce que je voudrais dire en répondant à la première question, c'est que il existe bien évidemment d'autres mécanismes régionaux et internationaux qui permettent aux individus, et même aux groupes, de saisir les 10 mécanismes lorsque ils sentent, lorsqu'ils expriment la violation de leurs droits, particulièrement la violation des droits
contenues dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et d'autres instruments comme la Convention contre la torture ou autres. Mais la majorité des instances qui peuvent être saisies le sont après l'épuisement des voies de recours internes. C'est cette tentative que nous sommes en train d'explorer. Et d'ailleurs, nous dirions que c'est aussi donner la chance aux instances judiciaires burundaises de se ressaisir, compte tenu des moyens invoqués par mon confrère Maître Dieudonné, qui a relevé une série d'irrégularités susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure. Si on avait des magistrats dignes de son nom, qui sont conscients de la délicatesse de leur mission, qui savent également qu'une affaire comme celle-ci ne fait que ternir l'image du pays qu'ils servent, si le régime lui-même était conscient qu'une affaire pareille n'aura d'autres conséquences que de l'embêter de façon permanente, les magistrats profiteraient de l'existence de ces irrégularités pour annuler cette affaire. Je souligne par exemple que très récemment, au Brésil, l'ancien président Lula da Silva a été acquitté par la magistrate de la Cour suprême parce que le juge avait violé des règles de procédure. Il n'est même pas rentré dans le fond de l'affaire, mais il a profité de l'existence d'une irrégularité de procédure pour annuler l'affaire. Le magistrat du Burundi, le magistrat de la Cour suprême burundais, devrait profiter de l'existence des irrégularités que nous avons relevées pour annuler l'affaire. Ça sauverait l'État du Burundi, ça sauverait l'image du régime, mais aussi ça rentrerait les concernés dans les droits. Concernant la deuxième question, la réponse est également liée à la précédente. Vous avez parlé de la prescription de l'action publique ou de la prescription des peines. Quand une affaire a été instruite ou lorsque les magistrats ont échoué à instruire une affaire pénale pendant un délai relativement long, il y a la prescription. Ce sont des principes de droit pénal qui sont respectés dans le monde entier et nous savons que le Burundi ne peut pas faire exception. Cependant, nous savons qu'à l'heure actuelle, on n'est pas également naïf. Les magistrats burundais ne respectent pas la procédure qui devrait être leur outil, qui devrait être leur Bible. C'est une situation atypique dans laquelle nous nous trouvons. Mais nous espérons que le temps est le meilleur juge. À un moment, ces affaires, cette parodie de justice sera abandonnée d'une façon ou d'une autre. Surtout qu'il s'agit d'une affaire politique, et une affaire politique ne se termine que par des procédures judiciaires. Si vous permettez, j'aimerais en rajouter un mot. Vous devez savoir que pour des gens qui ont une haute idée de la justice et qui sont attachés à l'idéal de justice, que c'est pénible de voir son pays ou la justice de son pays devenue un instrument de répression. Si les conditions minimales pouvant garantir un procès équitable étaient rétablies au pays, je prendrais le premier avion pour aller établir mon innocence. Mais maintenant, je suis conscient que si jamais je m'y rendais, c'est une mort certaine que j'y trouverai. Je finirai dans un caniveau
d'exécution extrajudiciaire, ou un enlèvement, ou une torture, tout ça, ça serait une certitude. Ben, si maintenant je reviens à ce que dit la loi, c'est rare, très rare, qu'un parquet, qui en général instruit à charge et à décharge, se décide de fixer un dossier sans avoir écouté l'office d'une seule personne, sans avoir dépêché une commission rogatoire pour aller écouter les parties poursuivies. Je pense que ça risque d'être le seul dossier au monde où on juge par contumace une trentaine de personnes sans avoir l'office qu'écouter une seule personne. Donc, il n'y a plus d'instruction à charge ou à décharge. Le ministère public instruit à charge. Il y a des présumés coupables dès la première vue et le tribunal condamne les yeux fermés. Donc, l'article 227, alinéa 2 du Code de procédure pénale suggérait, par exemple, dans telles circonstances, qu'il faut que la justice suspende la procédure et attende l'office que quelques personnes soient présentes sur le territoire et soient écoutées. Parce que maintenant, il n'y a pas à juger, le tribunal homologue une vue ou un point de vue du parquet qui est un point de vue du pouvoir. Donc il n'y a pas de justice là-dedans. L'article 229, cette fois-ci, je peux vous la lire, le premier alinéa suivant. C'est l'article qui répond en partie à la question de Kaboukaï. C'est-à-dire que pour les gens qui ont été condamnés par défaut, si jamais ils se constituent prisonniers ou s'ils sont arrêtés avant que la peine ne soit éteinte par la prescription, le jugement prononcé et non avenu dans toutes ces dispositions, il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par le tribunal. C'est-à-dire que si dans 5 ans, dans 10 ans, il y a quelqu'un qui se rend au pays, la procédure qui a été rendue par défaut, donc la procédure qui a évolué sans que personne ne soit écouté, ça sera non avenu et pourra plaider à nouveau. Donc, nous ne comptons pas rester pour longtemps dehors du pays. Une fois que les circonstances redeviennent normales, nous comptons y retourner le plus rapidement possible pour établir notre innocence. La vérité aussi ne doit pas être opprimée pour une si longue période. Et l'histoire, si jamais ceci devrait se passer, si le système devrait perdurer, l'histoire nous donnera raison, nous réhabilitera. Et le peuple burundais est conscient du fait que, à travers les personnes poursuivies, à travers les 34 personnes, on condamne une partie de la population burundaise au silence. On condamne cette partie de la population burundaise qui a des idées qui ne sont pas forcément celles du pouvoir, à ne plus oser s'exprimer, à ne plus oser exercer leurs droits fondamentaux. Donc, un tel jugement d'une telle iniquité ne peut pas avoir une longue vie. Nous continuerons à le combattre, ou bien à l'interne, ou bien à l'extérieur, mais si les conditions se renormalisent, on rentrera au pays pour que l'on soit aux côtés des Burundais qui sont condamnés comme nous, même s'il n'y a pas de documents, et qui sont tués ou arrêtés arbitrairement chaque jour. Donc, voilà. Merci beaucoup. J'ai une seule question. Donc, je m'appelle Don de Dieu Mbazumotima. En dénonçant des irrégularités de l'affaire des coups d'État du 13 mai 2015, vous dites d'une part que vous voulez donner la chance aux instances judiciaires burundaises de se ressaisir. Et d'autre part, vous dites que la justice est un instrument du pouvoir. Pensez-vous que le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire vont se ressaisir ensemble
compte tenu du fonctionnement de ces deux appareils? Merci beaucoup. Nous constatons comme beaucoup de Burundais, y compris la communauté internationale qui suit la situation du Burundi, et que la justice burundaise, l'appareil judiciaire burundais est hautement instrumentalisé et c'est aujourd'hui d'instruments de répression aux côtés des forces de défense et de sécurité, des miliciens et des services de renseignement. Nous le disons parce que beaucoup de Burundais qui ont échappé à la mort ou à d'autres atrocités ont été rattrapés par des affaires judiciaires montées de toutes pièces. Et aujourd'hui, nous savons que l'appareil judiciaire est contrôlé par l'exécutif. Il n'existe plus de séparation des pouvoirs. Mais nous savons également que il y a pour cela deux scénarios qui peuvent se produire. Soit le pouvoir exécutif qui domine l'appareil judiciaire se sentirait un jour fortement embêté par des affaires similaires et déciderait de mettre fin à ce genre de parodie de justice, et auquel cas l'appareil judiciaire suivra. Ou, deuxième option, c'est que des magistrats, un ou plusieurs magistrats, décident en tout courage de rompre avec cette pratique d'instrumentalisation de l'appareil judiciaire. Nous avons connu dans le passé des magistrats qui ont tranché dans des affaires hautement politisées. Léonard Ndouayo en 1971, c'était une situation extrêmement explosive, c'était une situation extrêmement compliquée, mais il a décidé de prêter à des charges des personnes qui étaient poursuivies, alors qu'aujourd'hui on voit le contraire. Sous Pierre Buyoya, c'est une affaire dont les gens ne parlent pas beaucoup. Il y a un magistrat qui s'appelle Gérard Buyoya. C'était le président de la Cour suprême. Il a tranché dans l'affaire dite affaire Nyaboya. Il a acquitté, avec ses deux collègues, ils ont acquitté les prévenus. Et en retour, en guise de représailles, il a été révoqué le lendemain même du prononcé de l'affaire. Mais ce genre d'actes de courage peuvent toujours se reproduire. En 2015, devant la Cour constitutionnelle du Burundi, le magistrat Sylvain Nimpagaritse, il a dit non, je ne peux pas cautionner la violation de la loi, je ne peux pas cautionner la violation de la Constitution. Et aujourd'hui, nous espérons toujours qu'il y a des magistrats qui peuvent un jour se lever et dire non, nous n'approuvons plus. Donc, il n'y a pas vraiment de solution connue à ce jour, mais on pense que ces voies peuvent aboutir à une solution qui sera profitable, comme le disaient mes collègues, non seulement aux condamnés, mais aussi à l'État du Burundi. Pour embrayer, j'avais répondu à la question concernant l'initiative. Ce n'est pas une initiative qui laisse de côté le reste des personnes concernées, mais c'est une initiative qui est lancée par des défenseurs des droits de l'homme, parce que la dizaine des défenseurs des droits de l'homme collaborent au quotidien, ils se connaissent et interviennent dans des domaines similaires. C'est l'unique raison qui a
faciliter l'organisation des activités comme celles que nous menons aujourd'hui, mais nous comptons contacter, nous sommes en train de le faire, nous sommes en train de contacter d'autres personnes que nous connaissons, mais bien évidemment, la tâche n'est pas tout à fait facile parce que il y a d'autres personnes que nous ne connaissons pas ou dont nous ne connaissons pas le sort. Il y a quelques années, il y a certaines personnes qui sont listées sur la liste des 34 qui ont été portés disparus. Donc on ne connaît pas leur sort. D'ailleurs, il y a une personne qui est décédée. Nous connaissons, nous savons que celle-là est décédée, même si la justice burundaise continue à la poursuivre, ce qui est également atypique, parce que dès que la personne est décédée, toutes les charges contre elle sont été... Oui, donc je disais que le Code de procédure pénale burundais autorise de formaliser la paix par simple missive, bien même avant la réception d'une copie de jugement ou de l'arrêt. Simplement, lorsqu'il s'agit du fond, on accepte de compléter l'acte d'appel initial. Donc, pour ce qui nous concerne, on a envoyé physiquement les actes d'appel. Les personnes qui apportaient ces actes juste pas pour formaliser ont été intimidées. Et il y a même un avocat qui a été mandaté par une personne parmi les 34 qui s'est rendu au greffe de la cour et à qui on a signifié qu'on n'a pas le droit d'interjeter un tel dossier. C'est du jamais vu dans la justice, je pense, dans le monde entier. Lorsque la loi permet la paix, un président de la Cour suprême, ou même un général X ou Y, ne peut pas ordonner à la Cour de refuser de recevoir l'acte de paix. Donc nous traversons une situation vraiment inédite, mais nous livrons, nous essayons de poursuivre les formalités pour repousser les recours internes, et comme cela, il a entamé les recours au niveau international. Et lorsqu'il s'agit maintenant des recours sur le plan international, il ne s'agit pas de l'appel. On ne va pas là pour invoquer le fond de l'affaire. On invoque la violation d'un droit fondamental, en l'occurrence le droit au procès équitable. Et pour ça, il y a beaucoup de preuves. Donc, le refus de nous accorder une copie de jugement qui, selon certaines sources, n'existerait même pas. Parce que si elle existait, je ne vois pas la raison pour laquelle on aurait refusé de la montrer à la CNIDH. Il se pourrait qu'il y a des gens qui sont payés et qui seraient en train encore de commenter, de voir comment chercher des arguments, monter de toutes pièces pour condamner tel ou tel. Donc, je ne vais pas revenir sur ce genre de nouvelles qui ne sont pas très vérifiées, mais le doute est là lorsque la Cour ne peut pas se plier à cette obligation légale, même en face d'une commission qui, au regard de la loi, a le droit de requérir ce genre d'actes lorsqu'il y a des droits d'une personne qui sont. J'espère que le gros des questions ont trouvé réponse. Bye bye, bye bye.